Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière émission de l'année où on va parler Kurdes, grève annulée et Jean Massier. Et pour bien finir 2022 dans la joie et la bonne humeur des fêtes, commençons par l'attaque ciblée contre les Kurdes qui a eu lieu à Paris. En effet, ce vendredi 23 décembre, un homme caucasien de 69 ans aurait tiré des coups de feu dans le 10e arrondissement, faisant 3 morts et 3 blessés. Un homme déjà connu des services de police, ayant été condamné pour violence avec arme en 2016, à 6 mois de prison en 2017, mais également une mise en examen pour violence avec arme et préméditation à caractère raciste, et ce pour avoir attaqué un camp de migrants avec un sabre en 2021. L'extrême droite. Eh ben, je pensais pas que ce jingle, je le rentabiliserais autant. Le suspect, nommé William M, venait d'être relâché 11 jours avant le drame, et ce, après avoir été placé en détention provisoire pendant 1 an. Eh ben, manifestement, ils ont bien fait de le laisser partir. William M, qui aurait, selon ses dires, une haine des étrangers devenue complètement pathologique. Et oui, au vu de ce qu'il a fait, effectivement, on peut appeler ça comme ça. Après, j'ai envie de dire, le mot racisme, ça marche aussi, hein. Un racisme qui serait né en 2016. Le tout après qu'il se soit fait cambrioler, ce qui lui aurait donné envie, je cite, d'assassiner des migrants et des étrangers, fin de citation. Bah oui, c'est logique. Regarde-moi par exemple, au collège, un noir m'a volé mon portable, bah du coup j'ai rejoint le KKK. Et depuis ma naissance, ce sont quasiment que des blancs qui dirigent le monde, que ce soit à la tête des plus grandes puissances ou entreprises mondiales. Se faisant encore et toujours de l'argent sur le dos et au détriment des plus pauvres, et ce non seulement au détriment des populations les plus précaires, mais aussi de l'écologie, alors fatalement maintenant, je déteste les blancs. Du coup, pour un cambriolage, je comprends qu'on devienne terroriste. Alors oui, je parle de terrorisme et d'attentat, mais techniquement je ne devrais pas. Car pour l'instant, l'auteur présumé de ces meurtres ne peut pas être appelé terroriste et en aucun cas, on ne peut appeler ça un attentat. Alors oui, moi aussi ça me surprend. Parce que comme beaucoup, je pensais naïvement que quand un mec se pointe à un endroit avec une arme tuant des gens au nom d'une idéologie de haine, je pensais qu'on appelait ça du terrorisme. Sauf qu'en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, l'acte ne peut être en aucun cas qualifié d'attentat. Car pour être appelé ainsi, il faudrait, comme dit l'article 412-1 du code pénal, commettre un acte de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Et l'homme n'ayant visé ni la République ni la nation, le terme attentat ne peut pas être appliqué ici. Par contre, en ce qui concerne l'appellation terroriste, c'est plus subtil. Car selon l'article 421 alinéa 1 du code pénal, un acte peut être qualifié de terroriste seulement si, je cite, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou la terreur. Et mis à part le côté collectif, c'est une définition qui, je trouve, correspond plutôt bien à notre fusilleur amateur de sabre. Sauf que d'après le PNAT, le parquet national antiterroriste, la qualification de terroriste n'est pas une science exacte, avec des subtilités selon les auteurs et les attaques. Mais non, c'est pas selon la couleur de peau, qu'est-ce que vous allez imaginer encore? Pour faire simple, si la personne fait partie d'une organisation terroriste, alors l'acte est qualifié de terrorisme. Normal. Par contre, si c'est un acte isolé, sans aucun lien avec aucune organisation, ça devient un peu plus compliqué. Pour reprendre les mots de William Julier, avocat spécialiste en droit pénal, soit on a affaire à un déséquilibré raciste qui voulait s'en prendre à des étrangers, et dans ce cas, le caractère terroriste ne sera pas retenu, soit on découvre qu'il voulait s'en prendre à la communauté kurde en particulier, ou qu'il a été accroché par les services turcs, alors les faits seront requalifiés en lien avec une entreprise terroriste. Bah voilà, c'est plus clair. Si c'est un malade raciste, c'est pas du terrorisme, mais si c'est juste un raciste, alors ça en est. Une situation pour l'instant assez floue, pouvant encore évoluer, mais qui pour l'instant ne semble pas satisfaire la communauté kurde et leur soutien, estimant bizarrement que l'acte de William M est un acte terroriste, devant donc être appelé et jugé en tant que tel. Mais en vrai tout ça c'est vachement compliqué, parce que du coup les personnes qualifiées de terroristes qui ont subi un matrixage religieux, les personnes pleines de désespoir subissant les affres de la guerre, ainsi que les conséquences du colonialisme européen, ainsi que celles de la guerre froide, avec le bloc de l'Est et de l'Ouest donnant des armes à tel ou tel pays par stratégie militaire et politique, et ça bien sûr sans parler des guerres pour le pétrole, pourquoi eux ils sont pas qualifiés de déséquilibrés mais jugés en tant que terroristes, alors que de son côté un papy blanc ayant été cambriolé décide d'attaquer des gens Rambo style, avec pour seul critère de cible la couleur de peau de ses cibles, lui n'est pas vraiment qualifié de terroriste. Vraiment je comprends pas. Mais bon, ça a rien à voir avec la couleur de peau, c'est pas possible.
Et pour le deuxième sujet, reparlons de la SNCF parce que, bonne nouvelle pour les usagers, le préavis de grève du Nouvel An a été levé. En effet, après un accord entre la direction et les syndicats de la SNCF, la grève sera donc évitée pour la période du Nouvel An. Un soulagement pour beaucoup d'usagers. Et ben voilà, c'était pas compliqué. Plutôt que de rendre la vie impossible aux Français pendant les fêtes, il suffisait d'un petit coup de pression pour qu'ils arrêtent de chouiner, c'est tout. Parce que d'accord, la grève de Noël a permis d'accélérer la procédure des négociations. Une procédure qui aurait sûrement été reportée à on ne sait quand sans cette grève. Mais quand même, il manque pas d'air les cheminots. Alors ça y est, on a des revendications, on veut des meilleurs salaires, qu'ils arrêtent d'être gelés, gna 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 gna. Franchement, ils ont pas honte. En plus, pensez à la SNCF. Les pauvres, ils ont seulement fait 2,2 milliards de profits en 2022, soit une hausse de 10%. C'est rien du tout. Puis ils veulent quoi, la CGT et compagnie, là encore, hein? Un gouvernement de gauche comme en Espagne qui supprime la TVA pour les produits de première nécessité? Et pire, apporte une aide de 200 € pour les familles les plus modestes? Mais on est où, la bande d'assistés? Prenez exemple sur les milliardaires et les rentiers. Eux, ils produisent vraiment de la valeur. Et pour bien finir l'année, premier point totalement premier degré sur cette chaîne, nous allons parler d'une nouvelle qui me tient particulièrement à cœur, le retour de Backseat. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas, Backseat, c'est un talk show en live politique sur Twitch. Un talk show présenté et créé par Jean Massier, streamer politique depuis 2015. Avec sa première saison, Backseat a accompagné les présidentielles de 2022 avec comme chroniqueurs les plus récurrents Usul et Léa Chamboncel. Revue, débat et actualité de la semaine, quiz à la con, invités politiques, ainsi que des personnalités du net donnant leur point de vue et leur rapport à la politique. Grosso merdo, c'était ça Backseat saison 1. Une émission que j'affectionne particulièrement, et ce faisant en public, j'ai d'ailleurs pu y assister 2 fois, et je vous le dis, l'ambiance était vraiment cool. Le but de Backseat, mais aussi de Jean Massier en règle générale, est ultra simple. Amener à faire mieux comprendre et réconcilier les personnes fâchées à la politique, qu'elles soient jeunes ou non, même si ça vise principalement les jeunes, mais pas que, donnant des définitions, des grilles de compréhension pour mieux comprendre la politique, le tout à la cool, dans une ambiance bon enfant, sans langue de bois. Et donc, il y a quelques jours, Jean Massier a annoncé le retour probable de Backseat en janvier. Et si je dis retour probable, c'est que, vous devez vous en douter, une émission comme celle-là coûte très cher. Entre les coûts pour le plateau, l'équipe technique, les chroniqueurs, etc., etc., une émission comme Backseat, ça demande de l'argent. Beaucoup d'argent. Et c'est donc pour ça que Jean Massier a ouvert un financement participatif sur YouTube qui a pour but de financer l'émission à hauteur de 50%. Pour plus de détails, je vous ai mis en description la vidéo de Jean Massier parlant du retour de Backseat qui vous donnera toutes les infos nécessaires pour savoir si vous voulez participer ou non à son financement. Et bien évidemment, si je parle de Backseat, c'est que je vous encourage à aller financer le projet. Mais que vous pouviez le faire ou non, je vous encourage d'autant plus à aller regarder la saison 1. Déjà, bien évidemment, pour que vous ayez une idée de ce qu'est le projet, ce que ça peut représenter et si ça vous intéresserait ou pas, mais surtout parce que je trouve que c'est une excellente émission avec une bonne ambiance, à la cool, mais aussi très intéressante avec des questions posées aux politiciens et aux politiciennes qu'on n'aurait pas l'habitude de voir sur un plateau télé plus traditionnel, mais aussi pour avoir le rapport de personnalités du net comme Nota Bene, Zerator ou Zach en roue libre, pour ne citer que, et qui vous en doutez change pas mal d'une personnalité à une autre, ce qui peut donner des visions très intéressantes encore une fois. Alors si je parle de ce sujet avec autant de premier degré, ce n'est bien évidemment pas pour faire de la lèche à Jean Massier, mais tout simplement parce que je pense que c'est une excellente émission qui mérite une saison 2, et surtout parce que je la pense nécessaire dans le paysage audiovisuel français. Il y a beaucoup trop de personnes paumées avec la politique, et j'en faisais partie il y a quelques années. Que ce soit le jargon des politiciens, la langue de bois, les lois qui ont l'air ultra compliquées, ou les différences entre Sénat, Assemblée, Constituante, c'est ultra compliqué. Et tu m'étonnes que les gens, ils aient pas envie de s'y intéresser. Et si tu rajoutes à ça l'impression de tous pourris, de toute façon ça sert à rien de voter, que tu vois d'ailleurs concrètement dans l'abstention, eh bien je trouve qu'une émission comme Backseat qui aide, informe et épaule les gens sur tout ce qui est politique est nécessaire. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être deviné, mais Jean Massier et Usul font partie de mes principales inspirations pour la création de cette chaîne. Alors encore une fois, je vous encourage, si ce n'est à donner pour la saison 2, parce que je peux comprendre, on n'a pas forcément ni l'envie ni les moyens, au moins à regarder la saison 1 de Backseat. Et après, si Jean il a besoin d'un chroniqueur ou d'un invité, je dirais pas non, c'est sûr. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si Backseat c'est de droite ou de gauche, pour savoir, faudra regarder l'émission. Allez, bonne année et salut.